je vais vous présenter rapidement, avant de les faire monter sur scène, nos 4 intervenants du jour. Alors, Marilyn Sédot, qui est expert comptable associée directrice de MG Altaïs. Hervé Tonnier-Bruchet, directeur délégué du centre de formation Tetra. Hervé de Canter, je mets la fonction officielle, après il vous expliquera qu'il y a une fonction officieuse. Responsable de service, prescription et assurance des professionnels au Crédit Agricole des Savoies. Et Charles Pepin, qui est agent général d'assurance chez MMA. Je voudrais qu'on les remercie chaleureusement d'être présents et je les invite à monter sur scène. Merci à vous. Alors, avant de débuter, je propose de vous présenter rapidement au regard des éléments que vous m'aviez envoyés chacun. On va commencer avec Marilyn Sédot. Alors, quand j'ai demandé de présenter un petit peu le parcours, j'ai reçu de votre part, donc j'accompagne les entrepreneurs et leurs équipes tout au long de leur parcours professionnel, la famille, la randonnée, la lecture, le yoga, l'association Les Filles de l'Everest viennent enrichir ma vie et ma devise aux âmes généreuses, rien n'est impossible. Alors Marilyn, première question, on revient sur le visuel de la conférence d'aujourd'hui avec cet enfant là qui regarde vers son avenir. Et du coup, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est quand vous étiez enfant, vous rêviez de faire quel métier? Est-ce que je peux répondre vraiment? Oui, bien sûr. C'était sage-femme. Donc voilà, c'était métro-monde des enfants. Aujourd'hui, le chemin est différent. J'accompagne les entreprises et la vision du groupe MG, c'est de faire grandir. Donc c'est faire grandir l'entrepreneur, mais c'est aussi faire grandir les salariés. Alors pourquoi avoir choisi l'expertise comptable? Je voulais faire court, j'avais raté mon bac, je voulais aller rapidement sur le marché de l'emploi. Je me suis dit, je vais faire un BTS comptabilité, on recrutait, les chiffres j'aimais, et en fait du BTS, je suis allée jusqu'à l'expertise comptable et j'ai été diplômée en 2000. Donc une vingtaine d'années déjà dans ce parcours professionnel. On a beaucoup d'idées préconçues, on le disait, sur vos différents secteurs, notamment l'expertise comptable, souvent on dit oulala, tout ça fait peur. Quand on est entrepreneur, on délègue au comptable, mon Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce métier au quotidien? Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter au final votre quotidien? Notre quotidien, oui, c'est des chiffres et du papier, mais pas que. C'est beaucoup d'échanges humains, c'est l'accompagnement du dirigeant, du chef d'entreprise, que ce soit de l'expert comptable aux collaborateurs qui nous accompagnent. C'est plutôt une aventure humaine au côté des entrepreneurs. C'est beaucoup d'échanges, de temps de compréhension des problématiques de chacun. Et c'est vrai qu'on le traduit à travers des chiffres, mais avant tout, il faut laisser la place à l'humain et à ces échanges pour pouvoir derrière faire des bilans, il faut quand même bien faire, et des comptes de résultats. On continuera ensuite avec d'autres questions. Je vais passer la parole aux autres intervenants et on reviendra après sur ce que nécessite peut-être comme compétence votre domaine. Alors, on va continuer avec Hervé de Canter. Donc, en préparant la conférence, alors même chose, demande de présentation d'une fonction et on se tutoie dans la grille, donc on va se vous voyez pour la conférence. Quelle est la différence entre la fonction officielle et la fonction officieuse alors? D'abord, bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin. Donc, en effet, quand vous lisez la fonction officielle, je trouve que c'est pas du tout de vendeur. Et alors que tout compte fait, dans la vraie vie, de ce que je fais, c'est à l'instar de ce que tu viens de raconter, c'est vraiment être en accompagnement des clients, vraiment concrétiser leur rêve de projet, leur rêve d'accompagnement, leur rêve de monter une entreprise, leur projet aussi bien à titre privé que professionnel. Ce qui fait que c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Le facteur humain joue un rôle extrêmement important et je voudrais vraiment démystifier le mot chiffre. En fait, les chiffres pour nous, c'est pas du tout de la finalité. Certes, on allie ça avec le client, mais le principal c'est l'empathie, c'est découvrir ses besoins, c'est comment faire pour l'accompagner, trouver des solutions. Et tout ça, c'est une histoire de confiance, c'est vraiment construire avec son client une relation durable, de proximité, de confiance. Et c'est ça qui nous anime au quotidien, parce que aussi bien dans l'expertise comptable que dans la banque, en fait, on a une finalité, c'est de satisfaire son client. Satisfaire son client, c'est notre code génétique, c'est notre code à l'ADN, et on est là comme ça au quotidien, chaque jour, chaque minute, agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients. Merci.
On continuera également après sur votre quotidien et qu'est-ce que le métier de banquier aujourd'hui, banquier &Co. Alors, Hervé Tonier-Bruchet, directeur délégué du centre de formation Tetra. Alors là, on va parler de l'industrie. Et je vous avais demandé quelques éléments chiffrés, si vous avez des choses à nous partager sur ce que représente aujourd'hui l'industrie dans notre paysage économique, les perspectives d'emploi, etc. Donc, moi, je suis directeur délégué de Tetra depuis, je fais juste une petite parenthèse, donc depuis 2020. Et en fait, j'ai créé une société en 1988, fabrication de machines d'assemblage robotisées pour l'industrie, et j'en suis ressorti en 2018. Donc après, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle, justement, et j'ai décidé de faire formateur, et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé directeur du centre de formation Tetra. Donc, sur les chiffres, l'industrie, ça représente 13%. Alors là, je parle au niveau national, c'est 13% de notre PIB. C'était 20% en 2000, c'est 13% aujourd'hui. Par contre, il y a beaucoup d'emplois. Par exemple, en Haute-Savoie, la métallurgie, c'est 29 000 emplois. L'industrie, c'est 40 000 emplois. Au niveau de Rhône-Alpes, la métallurgie, c'est 225 000 emplois. Sur des postes à pourvoir, il y a beaucoup de postes à pourvoir, juste sur la région Rhône-Alpes. C'est plus d'opérateurs, personnes qualifiées jusqu'à la maîtrise, c'est plus de 2600 emplois, plus de 2600 offres d'emploi qui sont pourvues pour l'instant. Quand on parle du secteur de l'industrie, c'est très vaste. Donc, je ne sais pas pour la plupart des gens, mais on a du mal à aussi s'imaginer quels peuvent être les différents types de métiers, quelles perspectives on a dans le secteur de l'industrie. Alors l'industrie, c'est très vaste. Donc c'est de l'industrie, ici au Haute-Savoie, c'est l'industrie mécanique, hein, c'est très fort potentiel mécanique. Mais c'est tout, quand on parle d'industrie en général, on parle aussi de l'industrie par exemple agroalimentaire, de l'industrie automobile, de l'aéronautique. C'est un domaine très vaste. Nous avons une jolie sonnette de portable. On a oublié de vous demander, s'il vous plaît, aussi d'éteindre vos téléphones portables, monsieur. Merci beaucoup. On continuera également après sur d'autres questions. On va passer la parole à Charles Pelpin, donc agent général d'assurance chez MMA. Alors 10 ans dans le courtage d'assurance des grands risques, 1 an en courtage à Londres, c'est ce que vous m'avez partagé dans votre parcours. Alors justement, pour débuter, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel jusqu'à maintenant? Bonjour à tous et à toutes. Alors le parcours professionnel est assez simple. J'ai fait 5 années d'études de droit et j'ai intégré directement un cabinet de courtage d'assurance spécialisé sur les grands risques, c'est-à-dire tous les risques des multinationales. Et donc, par définition, des risques qui vont au-delà des frontières françaises. Et donc, vous mettez en place des programmes d'assurance mondiaux, raison pour laquelle j'ai pu aller travailler 1 an à Londres chez un partenaire de la société dans laquelle je travaillais pour pouvoir connaître le marché de Londres de l'assurance et avoir vraiment cette vision globale sur les grands risques. Alors, comme vos partenaires ici aujourd'hui, on a de nouveau énormément d'idées préconçues sur votre métier. On a l'impression que c'est un métier de paperasse, de bureaucratie. En réalité, c'est quoi votre quotidien aujourd'hui dans votre métier? Alors, dans le métier de l'assurance, il y a vraiment plein de métiers possibles. Donc, d'un métier à l'autre, c'est vrai que les tâches quotidiennes peuvent être très différentes. Aujourd'hui, mon métier d'agent général d'assurance est un nouveau métier par rapport à ce que je faisais avant, puisque je suis sur des risques d'entreprise de taille plus modeste. Donc concrètement, mes journées, il y a énormément de rencontres clients, que ce soit des clients du portefeuille ou alors des prospects qui cherchent à se faire assurer, remettre en cause leur proposition d'assurance, avoir des conseils sur toute la partie assurance, à la fois pour leur entreprise, pour leurs risques personnels également. Donc ça débute par un temps d'échange systématiquement, la découverte du client, essayer de comprendre ses risques, essayer de réfléchir avec lui quels sont ses risques. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va lui proposer différentes solutions d'assurance qu'on va derrière essayer de mettre en place avec la compagnie que je représente qui est MMA et d'adapter au mieux les contrats pour qu'ils puissent répondre précisément aux besoins de chaque client, à leur activité, à leurs risques, aux points d'attention qu'ils ont particulièrement à l'esprit, au niveau des protections nécessaires à la fois pour leur bilan d'entreprise, mais aussi pour les humains qui sont derrière et qui travaillent quotidiennement dans les différentes structures.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous donne envie de poursuivre votre carrière dans ce secteur d'activité? Alors, bon, ça c'est vraiment très personnel. Déjà, j'ai été assez passionné par les études de droit, donc voilà, tous les risques de responsabilité, c'est quelque chose qui me plaît. J'adore les analyser. Je trouve que le concept de l'assurance est un concept assez intéressant. Hein. Tout le monde paye une part de prime pour assurer son risque, et voilà, celui pour lequel le risque survient est indemnisé totalement et du coup peut poursuivre sa vie, son entreprise peut poursuivre son activité sans être impacté, on va dire, de trop. Donc je trouve que le concept est intéressant. Après voilà, je suis assez personnellement passionné par toute cette analyse qu'on peut avoir sur quels sont les risques, quels sont les enjeux et comment est-ce qu'on peut, à travers des échanges, mettre en place des solutions efficaces pour permettre, on va dire, à l'entreprise et à tous les humains qui sont derrière de poursuivre sereinement l'activité, exploiter les différentes entreprises avec sérénité, sans avoir à craindre la survenance du risque qui peut vraiment avoir des conséquences très importantes. Merci. On va continuer du coup, on poursuit avec Marilyn, on vous a passer des mains. Il y a 2 micros, vous pouvez vous les partager. Alors, un peu la même question que j'ai posée à Charles. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui dans ce métier? Vous en avez parlé un peu en introduction, mais ce qui vous mobilise, vous plaît, vous donne envie de poursuivre? Moi, ce qui m'anime vraiment, c'est vraiment accompagner l'entrepreneur, quelle que soit la taille de l'entreprise, hein, parce qu'on accompagne du créateur à l'entreprise qui a 3000 personnes. Donc on a des problématiques qui sont très variées, très différentes. Et chaque rencontre, c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle découverte, c'est des nouvelles solutions à adapter. Donc ce qui m'anime, c'est vraiment d'être aux côtés des dirigeants et de les accompagner. Mais c'est aussi de diriger une entreprise et d'avoir une équipe à la hauteur du service et de la qualité qu'on offre aux entreprises. Et aujourd'hui, et de les emmener, de faire évoluer chacun, parce que dans notre entreprise, nous accueillons vraiment du stagiaire, d'alternant à des gens en reconversion. Et on veut que chacun s'éclate dans notre métier. C'est vrai qu'il n'est pas forcément attirant de prime abord. Donc mon challenge à moi, c'est de le rendre attractif et que chacun s'épanouisse dans son parcours, aussi bien l'entrepreneur que les salariés. Et au quotidien, on essaye d'impliquer les salariés dans la stratégie de notre entreprise. Merci. Hervé de Canter, du coup, on ne va pas à nouveau aller sur cette question de qu'est-ce qui vous anime, mais qu'est-ce que vous dites aussi aux jeunes qui se présentent à vous, aux gens ici présents aujourd'hui qui peut-être se posent des questions. Eric Weiss disait il y a eu une prise de conscience Covid. Alors certains en voulant se lancer dans l'entrepreneuriat parce que gagner en liberté, d'autres au contraire pour aller dans des métiers justement plus sécurisants entre guillemets. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui souhaiteraient rejoindre votre univers professionnel? Écoutez, d'abord, franchement, ôtez de votre esprit ces images qui sont négatives parce que franchement, au sein de la banque, de toutes les banques de nos territoires, il y a des métiers extraordinaires. Et ces métiers sont à 80% tournés vers le client, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser à cette notion d'utilité. En quoi on est utile pour accompagner les projets du client. Le jour où notre métier n'est pas utile, il disparaît. Tout à l'heure, on parlait des chiffres. Les chiffres peuvent être remplacés par des logiciels, par la technicité, mais accompagner les clients par l'accompagnement humain, l'écoute, tous ces soft skills sont extrêmement importants et ça ne va jamais être remplacé par des robots. Donc notre utilité, c'est de vraiment être proche de nos clients, d'être omnibulé par la satisfaction du client. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, au Crédit des Savoirs, s'il veut y avoir quelques chiffres, on a embauché 160 personnes sur l'année écoulée. En plus de ces 160 personnes, récemment, 120 alternants ont été embauchés également. Donc là, on est une entreprise, et quelle chance d'être une entreprise qui exerce son métier
sur des territoires bénis des dieux. Donc il y a des demandes colossales sur ces métiers-là, et vraiment il y a vraiment un moyen de s'épanouir dans la mesure aussi l'entreprise cherche à fidéliser un maximum ses collaborateurs par un projet d'entreprise qui s'appelle CARE, et le premier pilier de ce projet d'entreprise, c'est le bien-être des collaborateurs. C'est-à-dire que voilà, on a mis du temps à comprendre ça, mais récemment, ce projet-là, la chose suivante, c'est que la direction met tout en œuvre pour que le collaborateur soit heureux. En tout cas, on sait qu'un collaborateur qui est heureux, eh bien, il va diffuser des ondes positives et négatives. Donc, par rapport à ces éléments-là, on est en phase et on est attractif plus qu'avant. Pour autant, on est sur un marché aujourd'hui où on est en concurrence avec la Suisse, avec d'autres industries, et c'est pas facile. En tout cas, si j'ai un message clé à vous faire passer, c'est vraiment rejoignez-nous, postulez. Moi, je suis là, je vais rester quelques minutes après, je serai là demain également. Donc, franchement, n'hésitez pas, il y a un stand du Créco des Savoies. Posez des questions, parce que les métiers sont des métiers très très vastes. La gamme de métiers proposés n'est pas uniquement celui de conseiller en clientèle, il est très très vaste, et il y a des places pour vous. Franchement, n'hésitez pas, en tout cas, à poser des questions. Merci. Merci. Alors, Hervé, de nouveau, le secteur de l'industrie, on est dans l'idée, quand on est extérieur à ce secteur, d'un secteur, comment dire, qui existe depuis très longtemps, qui est une vieille machine, entre guillemets. Qu'est-ce qui est mis en place actuellement en termes justement d'innovation, qu'est-ce qui bouge actuellement dans l'industrie et qui peut aussi intéresser les gens qui sont présents aujourd'hui pour des perspectives de carrière? C'est vrai que l'industrie, le problème, c'est son image qui date de plusieurs années. Moi, j'ai commencé en 1988, et je vais juste raconter un petit fait parce que j'aime bien le raconter. J'étais allé visiter l'usine de Saint-Priest, de Renault Véhicule Industriel. Il y a une personne qui chargeait une presse, en sécurité, qui chargeait la presse. En fait, il avait deux bras sur les mains, il retirait ses mains comme ça pour lancer la presse, pour ne pas laisser les mains sous la presse. Aujourd'hui, ça, c'est 30 ans. Hein. Aujourd'hui, là, maintenant, c'est tout automatisé, hein, parce que moi, c'était mon métier, hein, d'automatiser toutes ces tâches en toute sécurité. Et l'industrie, aujourd'hui, elle est constamment en pleine mutation. Si on regarde, il y a une industrie qu'on connaît tous très bien, l'industrie automobile, donc avec moteur thermique, on se dit qu'en 2030-2035, moteur électrique. Donc les postes sont en train d'évoluer, c'est pas constante évolution. Aujourd'hui, on fabrique des moteurs thermiques, demain des moteurs électriques, c'est quand même des technologies complètement différentes. Et c'est des postes qui vont permettre d'évoluer, aux personnes, à des gens d'évoluer. Et c'est des postes qui sont très très intéressants. Et pour avoir connu aussi des ateliers de production des années 90 et des ateliers de production aujourd'hui, il n'y a rien à voir. C'est des ateliers, donc c'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, quand on rentrait dans un atelier d'usinage, il y avait des brouillards, bulles, etc. Aujourd'hui, quand on rentre dans les ateliers d'usinage, tout est centralisé, il y a des aspirations d'huile, etc. L'industrie a évolué, a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, elle essaye aussi d'attirer les personnes, hein, c'est le but de l'industrie. Donc elle essaye d'aller dans les écoles, elle essaye de se présenter un peu mieux, quoi. C'est de changer cette image de vieille industrie. Parce que vous-même, vous avez du coup créé même une entreprise dans le secteur de l'industrie, et c'est quoi la jeune qui a créé cette envie? Comment est venue la vocation? Ce que je voulais faire, c'est travailler dans l'industrie automobile. Donc c'était enfant, je voulais travailler dans l'industrie automobile. Donc en fait, de fil en aiguille comme ça, j'ai travaillé, donc j'ai créé une société avec des collègues, hein, une société de fabrication de machines d'assemblage. Et mon premier client, dans mes premiers clients, le premier prospect, c'était pour pas le citer, Valeo Annemasse, hein, c'était donc dans l'équipementier automobile, c'était de travailler dans l'automobile. Et en fait, dans les années 90, c'est ce qui était un peu dur pour moi, parce que dans les années 90, quand je disais, qu'est-ce que tu fais, mes collègues, le dimanche, etc., me disaient, qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai créé une société de fabrication de machines automatiques. Ah, il me dit, alors là, je crée des chômeurs. Ah, j'ai dit, non, je ne crée pas des chômeurs, je crée des machines. Parce qu'en fait, c'était pour simplifier, pour augmenter la productivité et pour simplifier aussi le travail des opérateurs et des opératrices. À l'époque, c'était beaucoup d'opératrices.
Et ça me blessait un petit peu quand on disait ça. Et quand on regarde aujourd'hui, on regarde l'Allemagne de côté, qui est un pays très robotisé, très automatisé. C'est un pays qui, au niveau industriel, qui s'en sort très bien. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu cette image de l'industrie en France qui a traîné pendant des années. On a eu aussi la délocalisation dans les années 2000, qui a été, avec aussi des usines, l'idée des usines des entreprises sans usine, le FAPES, ça entraîne cette image un petit peu des années 2000. Et voilà, il faut qu'on change, qu'on évolue, et que dans l'industrie, il y a plein de métiers très très intéressants. Et donc justement, la machine automatique a permis de simplifier les tâches à l'humain et d'utiliser l'homme pour faire autre chose que charger des pièces, ou que toutes les tâches très très pénibles. Est-ce qu'on assiste actuellement à une réindustrialisation? Est-ce qu'il y a certains acteurs qui reviennent sur le territoire? Alors, moi, pour avoir 30 ans d'industrie, la relocalisation et la réindustrialisation, c'est plutôt l'industrialisation, parce que, en fait, ce qui est parti, et je pense ne reviendra pas. Et puis, quand on voit le problème de l'industrie pour recruter, donc la relocalisation et la réindustrialisation, c'est un peu compliqué. Par contre, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire que sur les produits qui sortent aujourd'hui, comme dans l'industrie automobile, c'est d'industrialiser en France. Et justement, grâce à la robotisation, etc., c'est garder le métier en France. C'est plutôt industrialiser ou localiser que relocaliser. Parce qu'une industrie un produit qui est parti à l'étranger, c'est quand même très difficile de faire revenir en France. Donc là, c'est le but de l'industrie aujourd'hui, c'est de garder notre production en France. Pour les gens qui sont présents ici aujourd'hui, aussi quelques grands noms quand même d'industrie locale ici dans les Pays de Savoie. Mais il y a des perspectives d'emploi peut-être, je sais pas. Alors, moi, je suis directeur de banque centrale. J'ai des partenaires comme SNR, Stopy, Valeo Almas, des sociétés comme Pfeiffer, comme Fournier Boban. Et puis plein de PME, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'industrie, c'est 90% de PME. Donc à Tetra, par exemple, on est 450 alternants. 30 à 40% des sociétés sont des PME, donc qui nous prennent des alternants, sont des PME. Donc il ne faut pas oublier les PME parce qu'elles font partie intégrante de notre tissu industriel. Alors c'est vrai qu'on les connaît moins parce que ce sont des sous-traitants, je n'aime pas trop, de l'industrie, mais qui ont un rôle très très important. Oui, qui représentent la majorité des acteurs. Voilà, c'est ça. Ok, très bien, merci. Alors Charles Pellepin, du coup, ce qui était intéressant, je trouve, de comprendre aussi pour les personnes présentes, peut-être, c'est votre quotidien, votre métier au quotidien. Comment ça se passe? On va pas parler d'une journée type, je pense qu'il n'y en a pas, mais on se rend compte en fait de ce qu'est ce métier d'agent général d'assurance. Ce métier, c'est vraiment un métier d'échange avec clients prospects. C'est vraiment un métier de découverte aussi. De partage de solutions d'assurance. Alors c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus sexy quand on dit mettre en place des solutions d'assurance, comprendre les risques. Mais vraiment, en tout cas, moi, ce qui me plaît et ce en quoi je pense qu'on peut trouver de l'intérêt, c'est de comprendre l'activité d'une entreprise et de la traduire quelque part dans notre matière qui est l'assurance, en mettant en place les couvertures tout à fait adaptées et qui sont véritablement des solutions qui permettent à la fois à l'entreprise de poursuivre son activité, puisque souvent dans le cadre de marché, on leur demande des attestations d'assurance, on leur demande de prouver qu'ils sont correctement assurés pour l'activité qu'ils ont, et à la fois ça leur permet, le jour où il y a un sinistre important, de pouvoir être accompagné, de pouvoir gérer la situation de crise, et de pouvoir soit être indemnisé au niveau de l'entreprise, soit indemniser les tiers qui ont été par exemple blessés ou qui ont subi des dommages matériels ou immatériels, et du coup de faire face, on va dire, à la crise sereinement. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est un métier qui est en pleine évolution, dans lequel il va y avoir beaucoup d'opportunités dans les prochaines années. Donc ça veut dire que concrètement, on peut véritablement se lancer dedans. Il va y avoir des perspectives pour évoluer, pour pouvoir changer de poste éventuellement dans l'industrie de l'assurance. Il y a plein de choses à découvrir.
les capacités, ce qu'on peut apprendre sont extrêmement larges aussi. Il y a à la fois des capacités commerciales à acquérir, il y a des capacités techniques, il y a des capacités relationnelles, il y a des capacités en termes de gestion. Donc vraiment, on peut travailler sur tout un tas de points, on peut utiliser ses forces dans les domaines dans lesquels on est compétent, ou en tout cas particulièrement à l'aise, et on peut aussi se développer dans plein d'autres domaines. Donc je trouve que c'est un métier qui est assez complet et sur lequel il y a des axes à la fois de progression personnelle et à la fois en termes d'opportunités qui peuvent être très intéressants. Donc à mon avis, voilà, c'est un secteur qui est à regarder de près sur les prochaines années. Et ce qui peut être intéressant aussi, en tout cas nous c'est ce qu'on essaie de faire, et je pense que toutes les nouvelles générations, je pense que tous ceux qui ont eu des expériences d'autres univers ont vraiment des choses à apporter, puisqu'une fois de plus, il y a une population qui est quand même assez vieillissante, qui a besoin de progresser, notamment sur toute la partie digitale. Et là-dessus, tous les nouveaux arrivants qui viennent de secteurs différents, qui ont vu d'autres choses, des domaines d'activité peut-être plus dynamiques, plus punchy sur les dernières évolutions, soit technologiques, soit digitales. Il y a vraiment des choses à apporter. Donc concrètement, je pense que voilà, quel que soit l'univers d'où vous venez, vous pouvez tout de suite apporter quelque chose dans cette industrie, dans laquelle une fois de plus il y aura des opportunités. Donc le fait de mettre le pied dedans, le fait de commencer à travailler, à comprendre le secteur, va derrière vous permettre une fois de plus d'avoir des possibilités d'évolution importantes. Merci. On parlait de bonheur au travail, on parlait de ces questionnements post-Covid, la place du travail aujourd'hui dans la vie des individus qui a beaucoup évolué. On reviendra après sur cette histoire de bonheur au travail, mais Marilyn, vous nous disiez ce qui était important pour vous, c'était de diriger une société, d'accompagner des équipes, de faire en sorte que les collaborateurs soient bien. Alors comment ça se met en place au quotidien, ce management, peut-être comment on distille ce bonheur au travail? Est-ce que c'est un peu antinomique? Parfois ça fait sourire ce concept, mais au final, au quotidien, comment c'est vécu et instauré? Alors, à la fois, c'est structuré par des décisions RH. Aujourd'hui, le télétravail, par exemple, est quelque chose qui a été mis en place dans notre groupe et qui est aujourd'hui même intensifié. Donc, c'est vrai que comme on a un public dans notre profession relativement féminin, ça permet de la souplesse dans l'organisation personnelle, et ça contribue à l'équilibre et une forme de bien-être et de bonheur. Mais pour moi, c'est aussi quand même au quotidien écouter chacun, prendre le temps d'écouter chacun. Parce qu'on ne peut pas vulgariser des choses sur le bonheur, sur le bien-être. Chacun a son approche et a besoin d'être écouté, d'être entendu et d'avoir une solution à une problématique personnelle. Alors ça peut peut-être vous surprendre à la taille d'un groupe, parce qu'à diffuser ça peut paraître compliqué, mais je pense que c'est les petits grains de sable qu'on résout, qu'on enlève au quotidien sur le parcours de vie de chacun qui fait que on se sent bien et on n'a pas un sac à dos qui se remplit, il est plutôt en train de se guider sur son chemin de vie. Alors du coup, j'ai pas de solution toute faite. Moi, je dis, il faut écouter, il faut prendre le temps d'écouter chacun et répondre à ces problématiques pour qu'on puisse bien avancer dans le milieu professionnel. Mais c'est aussi des choses, on a des journées de ce qu'on appelle de détente. Il y a, comme dans toute entreprise, ces journées où on prend le temps de vivre autre chose. Donc ça, c'est ce qu'on met chaque année dans les rythmes de l'entreprise. Il y a des moments, enfin, on a créé une salle de bien-être, une salle de repos avec un endroit zen. Voilà, ça c'est des moyens matériels, mais je pense que le plus important, vraiment, c'est prendre le temps d'écouter le membre de l'équipe qui a un problème et l'aider à le résoudre, et c'est ce qui contribue au bien-être. Voilà. Merci. On va passer la parole à Hervé. Alors Hervé, vous nous parliez donc de ce qui a été mis en place récemment au sein de Crédit Agricole, enfin récemment, je pense que ça fait déjà un petit moment, sur ce qui est aussi bonheur au travail. Et en regardant la photo, on se dit mais ça a l'air d'être formidable, le Crédit Agricole des Savoies aussi là. C'est fini le costume pour travailler, oui, tout ça? Justement, vous avez pu remarquer qu'en dress code, je suis assez décontracté et je suis également au travail et avec les clients. Moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce très beau témoignage,
c'est que voilà, lorsque on est manager, notre philosophie avec les collaborateurs est autour d'un prisme très simple, c'est autonomie, confiance, responsabilité. C'est-à-dire que nos collaborateurs, nous avons une responsabilité en tant que manager, c'est de les rendre autonomes. Donc pour les rendre autonomes, eh bien, on y donne un programme de montée en compétences, de coaching, d'accompagnement. Mais voilà, leur quête, c'est d'être autonomes de telle façon qu'ils puissent assumer leurs propres responsabilités liées à leur métier. Et quand on dit responsabilité et confiance, eh bien voilà, le collaborateur a le droit à l'erreur. Comme n'importe quel collaborateur ou manager, il a le droit à l'erreur. Et ce triptyque-là, il est à mes yeux extrêmement important. Et c'est autour de ce triptyque-là qu'on fait grandir les collaborateurs, à nous d'être généreux avec eux en termes d'écoute et d'empathie, comme tu l'as souligné. Et en tout cas, on a une volonté farouche, et en plus, ça correspond à des attentes très très fortes des collaborateurs, d'être autonomes, de travailler en responsabilité, qu'on leur fasse confiance. C'est quelque chose de très très marqué, encore plus prégnant aujourd'hui qu'avant. Donc toute notre culture d'entreprise, notre projet d'entreprise est bâti sur cela. Là aussi, je voudrais peut-être rajouter, alors, tu parlais tout à l'heure de choses qui sont organisées. Chez nous, pour la première fois depuis l'histoire du Crédit Savoie, ont été organisées des garden parties. Et une garden party, c'était le week-end dernier, Annecy-le-Vieux, une garden party aussi à Annecy-le-Vieux, à Chambéry également, pendant 2 week-ends consécutifs. Donc 500 collaborateurs sont venus avec leurs familles, leurs époux, épouses, leurs enfants. Et franchement, quand on regardait les yeux des collaborateurs qui expliquaient leur métier à leurs enfants, à leurs époux, visiter les bureaux, on sentait que c'était vraiment une super idée qu'on va renouveler. Et c'est tous ces trucs-là qui font que derrière, la responsabilité, être fier, le sentiment d'appartenir, d'appartenance, de fierté à un groupe qui a des valeurs, qui a une raison d'être. Et la raison d'être du Crédit des Savoie, c'est agir chaque jour dans l'intérêt du client, de la société. C'est pas un vain mot, c'est quelque chose de très très profond. On a cette chance d'habiter sur des territoires d'exception, je le redis, mais notre responsabilité sociale, sociétale, c'est de les préserver, parce qu'ils sont attractifs et continuons à les préserver pour qu'ils le soient. Donc voilà, le collaborateur joue un rôle essentiel, et tout est mis, en tout cas, tous les moyens sont mis, peut-être pas encore suffisamment, mais en tout cas, on va dans le bon chemin pour faire en sorte qu'il soit épanoui. Merci beaucoup. Alors pour ce qui est justement du secteur de l'industrie que vous connaissez bien pour entre guillemets, le représenter via le centre de formation, est-ce qu'il y a des initiatives équivalentes qui ont lieu? Est-ce que vous savez ce qui est mis en place dans les différentes industries pour pouvoir permettre justement un mieux-être au travail, moins cette barrière privée professionnelle pour l'épanouissement? On sait qu'aujourd'hui c'est extrêmement important, le bonheur au travail, en tout cas voilà, de s'épanouir dans sa vie professionnelle. Déjà la qualité, l'évolution des postes aussi. Après, donc, dans l'industrie, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a plein de PME, puisque 90% des entreprises sont des PME. Alors, ce qu'il faut voir aussi, donc là on parle de sociétés un peu plus conséquentes. Quand on parle d'une PME, c'est vrai que le créateur que j'ai été, par exemple, au départ, je n'étais pas prévu, j'ai pas prévu d'être un manager. Bon, c'est quelque chose qui m'a plu, mais c'est vrai que c'est un peu le problème de la PME quand on arrive au départ, 5, 10, 4, puis on s'aperçoit qu'on doit être manager. Et on apprend en faisant. Et on apprend en faisant, c'est ça. Alors, on était 4. Moi, quand j'ai créé la société, nous avons créé la société, nous étions 4. Et en fait, j'ai pris cette fonction parce qu'il fallait que quelqu'un l'apprenne, parce que j'ai compris aussi pourquoi les sociétés disparaissaient au départ, disparaissaient pendant au bout de 3 ans. Voilà, c'est ça, parce qu'il y avait une banque aussi de gestion, etc. Donc je me suis occupé de toute la partie administrative et de la gestion. Et après, c'est essayer de mettre en place des choses justement pour attirer les personnes et puis pour manager correctement pour justement le bien-être au travail. Alors, dans l'industrie, si je reviens en général, bon là je reste un peu sur l'image. Bon, je pense que c'est comme toutes les sociétés, mais il y a aussi l'ambiance au travail. Donc tout a évolué pour justement attirer les personnes, casser cette image, cette vieille image. Donc au niveau ambiance, au niveau
moi je vois maintenant les ateliers, c'est vrai que les ateliers industriels ont complètement évolué. Donc voilà, après ça reste, je dirais que ce soit industrie ou autre, c'est pareil, le niveau de management, pour moi c'est équivalent. Et c'est des métiers auxquels on peut se former en étant professionnel en emploi qui souhaite se reconvertir. C'est aussi l'objet de ce rendez-vous, c'est de se prendre conscience qu'on n'a pas une vie professionnelle toute tracée aujourd'hui. Et comment on fait justement pour rejoindre ce secteur une fois qu'on a eu une première vie professionnelle? Alors, il y a un exemple, je vais prendre un exemple sur le bassin des Siens, c'est l'heure de SNR, pour ne pas le citer, parce qu'en fait, ils ont décidé, parce qu'ils avaient des problèmes pour trouver des opérateurs ou des personnes dans les ateliers pour la branche aéronautique. L'heure forme des personnes qui sont, j'ai un exemple là, c'est fleuristes, transporteurs, des gens qui ont envie de faire une reconversion professionnelle et qui se retrouvent, qui sont formés justement pendant entre 3 et 6 mois, je crois, pour justement des métiers des personnes non qualifiées qui sont formées pour des métiers industriels et qui vont sûrement évoluer. Parce que c'est vrai que l'industrie, à un moment donné, elle s'est ouverte justement sur les personnes non qualifiées parce qu'on n'arrive pas à trouver, et moi je vois Tetra, quand on forme c'est surtout des métiers industriels, il y a une fonction support dans le tertiaire, mais c'est 85% d'insertion professionnelle au bout de 6 mois. C'est-à-dire que quand on regarde nos licences, Bac plus 3, dans les filières industrielles, 63% des jeunes, alors je vais enlever l'année 2020, parce que l'année 2020 avec l'année Covid, mais sinon en moyenne, entre 60 et 65% des jeunes en alternance ont un emploi à la sortie. Donc c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, donc on les forme et les entreprises les embauchent. Donc après, pour en revenir à l'heure, et nous on le fait aussi dans le pôle formation 74, il y a l'API qui permet de passer justement des CQP, de la formation continue. Donc là c'est une personne qui a envie de se reconvertir. Donc si vous voulez vous reconvertir, il y a plein de solutions, entre autres le pôle formation 74, il y a un fonds de l'API, il y a l'université de Savoie. Nous, Tetra aussi, c'est pareil, Bac plus 2, vous avez envie de vous reconvertir dans nos licences professionnelles. Ce que disait tout à l'heure Eric, 450 alternants Tetra, mais même pas une petite dizaine de formations continues. Donc c'est très très peu. Très bien, merci beaucoup. On va passer maintenant à l'assurance, toujours sur ce même thème du bonheur au travail et des idées préconçues de votre métier. Alors, qu'est-ce qui pourrait motiver les gens présents aujourd'hui, qui peut-être se posent des questions, qui ont envie d'une nouvelle aventure professionnelle, à rejoindre ce secteur d'activité, ce métier? En quoi est-ce qu'il permet cet épanouissement aussi aujourd'hui, qui est devenu essentiel, comme on le disait, au quotidien? Vaste question, je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Déjà, il y a plusieurs structures possibles dans l'assurance. Vous pouvez choisir de travailler dans une compagnie d'assurance, donc là on est quand même sur une grosse structure où on va retrouver un certain nombre d'avantages, on va dire de bénéfices, il y a tout un tas de choses en termes d'attractivité qui sont mis en place pour attirer du monde, pour fidéliser les collaborateurs dans le temps. On est sur des plus grosses structures, ou alors vous pouvez aussi essayer d'intégrer des structures plus petites, comme c'est le cas par exemple pour notre agence, où par exemple on est 8, et donc forcément l'organisation n'est pas la même, ce qui peut être offert aux salariés ne sont pas tout à fait les mêmes choses, puisque les tailles des structures ne sont pas les mêmes. Donc voilà, dans chaque structure il y aura des avantages, des inconvénients, donc ça c'est aussi c'est une petite étude que vous avez à mener chacun sur est-ce que j'ai envie d'évoluer dans une grosse structure, est-ce que j'ai envie d'évoluer dans une plus petite structure. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Moi, ce que je pense véritablement important dans la réflexion que vous pouvez avoir, c'est d'être extrêmement curieux. Effectivement, je pense que le thème de cette conférence le montre bien. On a plein d'idées préconçues, on pense que c'est comme ça, mais est-ce que ça l'est véritablement? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir en allant creuser, en allant faire des rencontres, en allant discuter avec des gens, et en fonction de ce que vous voulez, en fonction de votre tempérament, en fonction de là où vous voulez évoluer, vous allez pouvoir, je pense, vous diriger vers la structure qui a priori vous plaira le plus. Et à mon avis, comment faire pour au quotidien s'épanouir dans son travail? Moi je pense que ce qu'il faut véritablement, c'est faire quelque chose qui vous plaît.
Si vous faites quelque chose qui vous plaît, si ce que vous faites au quotidien correspond à vos aspirations, en fait, vous serez épanoui dans ce que vous ferez. Après, bien sûr, il y aura tous les avantages qu'il y aura à côté, il y aura la reconnaissance que vous pourrez avoir, il y aura la rémunération pour certains. Chacun va avoir des attentes différentes. Mais déjà, si vous faites quelque chose qui au quotidien vous plaît, je pense que c'est quelque chose de très important. Et après, en tout cas, nous, l'approche qu'on a dans l'agence, et je pense qu'il y en a plein, il y a plein de managers ou de dirigeants d'entreprise qui ont également cette approche, c'est vraiment pour chaque personne d'individualiser ce qui est important pour elle, de comprendre ce qui est important pour la personne et de pouvoir le retraduire au quotidien. Donc, par exemple, il y en a pour qui la rémunération va être un point extrêmement important, d'autres pour qui ce sera un point qui sera extrêmement secondaire. Il y en a pour qui la qualité du matériel au travail va être important et d'autres pour qui ce sera beaucoup moins prioritaire. Donc, si vous avez, nous en tout cas l'approche qu'on essaie d'avoir, c'est effectivement de comprendre ce qui est important pour vous et derrière de pouvoir vous l'offrir. Et je pense que quelque part cette volonté-là, elle est partagée par tous les dirigeants d'entreprise. On est vraiment dans une démarche très individualisée. Mais bien sûr, le point de départ, à mon avis, il vient de vous, il vient d'essayer de comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez, dans quel secteur vous voulez évoluer, dans quel type de structure et avec quel statut. Et ça, aujourd'hui, dans l'assurance, il y a énormément de statuts possibles. Vous pouvez être à votre compte en étant agent général, par exemple. Vous pouvez être collaborateur d'une structure de petite taille. Vous pouvez être collaborateur d'une grande structure. Vous pouvez être dirigeant d'une grande structure. Donc, il y a énormément de possibilités. Il y aura des opportunités. Mais voilà, mais le travail de départ, à mon avis, il vient véritablement de vous. Et une dernière question, où vous pouvez répondre les uns et les autres selon ce qui vous paraît pertinent ou non. On disait que la crise sanitaire qu'on a vécue, qui est quand même pas banale, hein, je pense même historique, elle a eu un impact sur la pensée des individus, sur leurs perspectives, sur leur envie professionnelle. Alors comme disait Eric Weiss, c'est ceux qui ont envie d'être entrepreneurs à tout prix parce qu'ils y voient une potentielle liberté, on fait sauter tous les carcans. Et puis il y a aussi peut-être certains qui se disent « oulala, on ne sait pas où on va, est-ce qu'il va encore nous tomber dessus ?» On va se sécuriser, on va trouver un emploi dans lequel on se sent bien, on a des conditions cadres favorables, on peut s'épanouir. Est-ce que vous avez senti, assez rapidement les uns et les autres, cet avant-après, est-ce que ça a eu un impact sur vos secteurs d'activité respectifs? Non. Ouais, ça n'a pas aidé, il faut développer. Non, sincèrement, on n'a pas eu de changement radical comme dans la restauration. Vous ne faites pas partie des secteurs qui ont vraiment connu un avant et un après. Ensuite, le prisme a changé, c'est surtout entre l'avant et l'après, ce qui était surtout important, c'était de recréer un esprit de groupe, un esprit collectif au sein des agences, parce que c'est eu un impact humain, ça a quand même séparé les équipes, donc c'est plus un aspect psychologique avant tout. Mais en termes d'attractivité ou de non-attractivité, il n'y a pas eu d'impact majeur à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que le télétravail, même si on le pérennise en mode davantage organisé, derrière, en tout cas, je trouve que ce qui s'est passé sur le Covid a généré un boom terrible sur des entreprises de services comme nous. C'est-à-dire que nous, avant le Covid, on n'avait pas des équipements informatiques qui nous permettaient d'être autonomes. Aujourd'hui, on a fait un bond en avant terrible et on ne reviendra pas en arrière. Quoi. Donc, et tout compte fait, l'apport du digital n'a pas en tout cas perturbé l'esprit d'équipe qu'on voulait mettre en œuvre, puisque le digital, tout compte fait, ça permet de rapprocher les gens aussi. Donc voilà, on sort du Covid beaucoup plus fort qu'on ne l'était avant, parce que tout compte fait, la rupture digitale a fait qu'on s'est beaucoup mieux organisé et on a compris certaines choses. Et je suis certain que s'il n'y avait pas eu le Covid, et beaucoup d'entreprises en France d'ailleurs auraient ce rythme qui serait au ralenti. Voilà. Merci. Marilyn? Je vais rebondir sur la partie télétravail. C'est vrai que ça a permis une mise en place rapide du télétravail, cette période Covid.
Au début, on s'est dit waouh, c'est génial, et en fait, on s'est vite rendu compte que non, c'est sympa de se retrouver dans un lieu où on a un confort, où on est bien installé pour travailler, parce que les conditions matérielles, c'est quand même important. Et en fait, on ne se rendait pas compte, mais le fait d'être ensemble et de se voir, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne palpe pas au quotidien, mais le fait d'avoir été privé de ça, on s'est rendu compte que c'est important de se voir, c'est important d'être en équipe pour que la magie s'opère et que la dynamique du travailler ensemble marche sans grain de sable, je vais reprendre ce terme, et que ça soit fluide. Et du coup, je pense que le Covid, en tout cas dans notre métier, nous a aidés avec les outils, la visio, on l'utilise beaucoup plus facilement, la digitalisation s'est vulgarisée, mais on s'est rendu compte que le télétravail nous aiderait au quotidien dans parcimonie, mais qu'être ensemble et être bien installé, avoir une équipe dans laquelle c'est fluide, et c'est bien, et de se retrouver, c'est pas mal. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres souhaitent intervenir sur le sujet? Ça a permis de voir qu'on était fait pour travailler ensemble en fait, et pas par vision, et pas toujours par vision. Par contre, ça a permis aussi de développer la vision, donc penser un peu à notre planète, c'est-à-dire que de faire des déplacements quelquefois un peu inutiles. Vous êtes co-responsable, ça a eu du bénéfice. Et puis je pense que ça a permis aussi de donner peut-être un sens à notre travail, donc à notre poste. Moi, je vois dans l'industrie peut-être de travailler sur des produits un peu plus propres. Je sais pas, quand je discute avec des personnes, c'est un peu ce qui en est ressorti. Merci beaucoup. Alors, dernière question. Est-ce que vous avez des postes ouverts chez vous? Parce qu'on est quand même au rendez-vous de la formation professionnelle et du recrutement. Alors, est-ce qu'il y a des perspectives? Est-ce qu'il y a des postes? Et est-ce que les gens présents ici peuvent venir après la conférence vous voir, trouver des réponses? Donc, on a dit, il y a le pôle formation qui est présent sur le rendez-vous, Crédit des Savoies également, et puis nos deux autres interlocuteurs, je pense qu'ils sont à votre disposition. Vous répondez oui, il y a des postes ouverts. Oui. Évidemment que oui. Mais pour répondre plus localement, dans le service où je travaille, moi je recrute déjà 3 personnes. Donc on a des besoins incroyables. Le turnover fait aussi, la pyramide des âges fait évidemment que ça va s'accélérer dans les années à venir. Mais même sans cet élément-là, de manière récurrente chaque année, on embauche 150 à 200 personnes par an. Donc c'est énorme. Donc voilà, venez nous rejoindre. Alors peut-être, si on a encore un peu de minutes, on a beaucoup parlé de théorie, de conviction. Si vous avez 2 minutes, je voudrais aussi vous expliquer une expérience client. C'est extrêmement important, ça c'est ce que j'ai vécu aussi il y a peu de temps. J'étais à un séminaire à Paris avec des homologues à moi, et on travaillait sur un sujet qui était chiant, vraiment chiant à gérer. Et on était donc tutoré par un directeur général. Et au bout du 2e jour, le directeur général organise une réunion feedback pour savoir comment ça se passe, tout ça. Et à un moment donné, il nous a envoyé un message, et c'est incroyable ce message qu'il a envoyé. Il nous a dit, vous savez, le sujet pour lequel vous travaillez, en fait, je m'en tape royaume. Le plus important, ce sont les rencontres que vous allez faire. Ce sont les rencontres. Donc, je fais le lien avec notre entreprise. Lorsque vous serez embauché chez nous, vous avez un portefeuille de 200, 300, voire 400 clients. Les plus importants sont les rencontres que vous faites avec vos clients. Chaque client a un projet, et bien toutes les rencontres que vous allez faire, vous allez vous étoffer, vous allez prendre confiance en vous, et vous allez vous épanouir complètement. Voilà. Merci beaucoup à tous les 4. Je pense que l'on va gentiment terminer cette table ronde. Les intervenants resteront après quelques minutes en salle de conférence si vous avez des questions à leur poser. Et puis, ils sont aussi présents sur le rendez-vous. Donc, merci à tous les 4 pour ce temps partagé, mis à disposition. On peut les applaudir chaleureusement. Merci à vous.